200 secondes, c'est le temps qu'a mis une seule machine, posée dans un laboratoire silencieux de Californie, pour finir un calcul. Confier le même calcul à l'ordinateur ordinaire le plus puissant de la Terre, et selon les estimations mêmes de ceux qui ont construit la machine, il y serait encore 10 000 ans plus tard. Pas 10 ans, pas 100, 10 000. Une durée plus longue que tous les mots jamais écrits, plus longue que l'agriculture, plus longue que la roue, repliée dans le temps qu'il faut pour cuire un œuf mollet. Mais la vitesse n'est pas la partie étrange. La partie étrange, celle qui a discrètement mis mal à l'aise quelques physiciens très sérieux, c'est que personne parmi ceux qui ont construit la machine ne peut vous dire où le calcul a réellement eu lieu. Pas à l'intérieur de la puce, pas quelque part que vous pourriez montrer du doigt dans la pièce, peut-être nulle part dans l'univers que vos yeux savent voir. Ce soir, nous allons suivre ce petit mystère jusqu'au bout, patiemment, une marche prudente après l'autre. Et là où il nous mène, ce n'est pas une histoire d'ordinateur plus rapide, c'est une histoire sur ce dont le monde est fait, en dessous de la version que vos yeux vous tendent chaque matin. À la fin, vous comprendrez exactement pourquoi une machine plus petite qu'une pièce peut faire quelque chose que toute la matière du ciel n'arrive pas à suivre, et pourquoi un nombre croissant de physiciens en sont venus à soupçonner que le monde solide et séparé, dans lequel vous vous déplacez, n'est que la surface de quelque chose de plus étrange. Si cette exploration vous captive, un like et un abonnement nous aideraient énormément à continuer. La piste passe par une pièce plus froide que l'espace entre les galaxies, construite exprès par des mains humaines. Elle passe par un petit calcul d'arithmétique si simple qu'un enfant pourrait le suivre, et si impitoyable qu'il finit par manquer d'univers avant d'aboutir. Elle passe par un jeune homme qu'on a effacé de la physique pour avoir eu raison trop tôt. Par deux électrons solitaires qui se sont mis d'accord à travers un kilomètre de couloir vide sans que rien ne passe entre eux. Par un satellite qui a lancé un objet unique à travers un continent entier et l'a vu rester entier. Par une machine qui devient plus solide à mesure qu'elle grandit, ce qui ne devrait pas être possible. Et elle finit au bord d'une question si grande que personne encore ne peut y répondre, et qui tient en peu de mots. Quand une de ces machines fonctionne, où la pensée a-t-elle lieu? En octobre 2019, dans un laboratoire de Santa Barbara, en Californie, une machine a fini un calcul en 200 secondes. La machine était un peu plus grande qu'une assiette, et la pièce d'aile qui faisait réellement le calcul était plus petite qu'un ongle. Elle s'appelait Sycamore, et elle avait été construite pendant à peu près 2 décennies par un groupe de physiciens dirigé par un expérimentateur à la voix douce, du nom de John Martinis, un homme qui avait passé toute sa carrière à convaincre des particules uniques de faire des choses que les particules ne sont pas censées faire à l'air libre. La tâche que Sycamore a exécutée portait un nom sec, presque ennuyeux, échantillonnage de circuits aléatoires. Vous installez une longue série d'opérations choisies au hasard, vous laissez tourner, puis vous mesurez ce qui ressort de l'autre côté. On dirait rien, c'était fait pour avoir l'air de rien. Le seul but de cette tâche, c'était d'être un étalon, une façon de poser à une machine une question brutale. Peut-elle faire quelque chose que la matière ordinaire, suivant les règles ordinaires, n'arrive tout simplement pas à suivre? Et la réponse est revenue. Oui. Voici la comparaison qui a fait dresser l'oreille. Ce même calcul, ont estimé les chercheurs, remis au supercalculateur ordinaire le plus puissant qui tournait alors sur Terre, un géant du nom de Summit, qui remplissait une pièce de la taille de 2 terrains de basket, aurait mis à peu près 10 000 ans à s'achever. Un des doctorants de l'équipe, un jeune homme du nom de Brooks Foxen, l'a dit sans détour. Un calcul qui prendrait 10 000 ans sur un supercalculateur classique a pris 200 secondes sur notre ordinateur quantique. Google a publié le résultat dans la revue Nature et l'a laissé tomber dans le dossier scientifique comme une pierre dans un étang immobile. Les ondulations ne se sont pas arrêtées depuis. Soyons honnêtes maintenant, parce que nous allons être honnêtes tout le long, et parce que la version véridique est plus étrange que la version excitée. L'entreprise IBM a répondu presque immédiatement. IBM avait ses propres machines quantiques et ses propres ingénieurs, très acérés. Et ces ingénieurs ont regardé attentivement ce chiffre de 10 000 ans, et ils ont dit « minute ». Avec une méthode astucieuse et suffisamment d'espace disque, on pourrait probablement simuler ce même circuit sur un supercalculateur ordinaire en quelque chose comme 2 jours et demi. Pas 10 000 ans. 2 jours et demi. Et ils n'avaient pas tort de le dire. C'est la partie que la plupart des récits sautent.
Regardez pourtant ce que les deux camps ont concédé sans le dire. Même en se querellant, personne n'a jamais affirmé qu'un ordinateur ordinaire égalait vraiment la machine quantique sur cette tâche. Ils se disputaient la taille du fossé, pas son existence. Et quelques jours sur le plus grand ordinateur que l'humanité ait jamais assemblé pour égaler 200 secondes sur une puce plus petite que le pouce, ce n'est pas une défaite pour la machine quantique. C'est le même étonnement portant un manteau un peu plus modeste. Le fossé était donc réel. Ce que Google avait montré, pour la première fois, de manière propre et mesurable, c'est une machine faisant un calcul pour lequel il n'existe aucune explication ordinaire efficace. Pas une explication lente qui pourrait être accélérée plus tard. Pas une approximation qu'on pourrait affiner. Un cas concret, publié, vérifiable, d'un petit objet froid, faisant quelque chose que la matière suivant les règles de tous les jours ne devrait pas pouvoir faire, en aucun sens pratique. Mais ce n'est pas ça, le mystère. Le mystère, ce qui devrait vous tenir éveillé, ce n'est pas la vitesse à laquelle la machine a tourné, c'est l'endroit où elle a tourné. Parce que pour comprendre pourquoi, il faut s'asseoir avec une règle qui a tenu pour chaque machine que les êtres humains aient jamais construite, sans une seule exception, depuis la première pierre taillée. La règle, c'est que la complexité veut dire fragilité. Votre voiture a plus de pièces que votre vélo, et elle tombe en panne de plus de façons. Un corps vivant a plus de manières de dérailler qu'une seule cellule. Plus vous ajoutez de pièces à un système, plus il a de manières de s'effondrer. Cette règle simple va compter énormément plus tard. Voici ce qu'une machine quantique prétend discrètement faire. Sycamore a 53 de quelque chose qu'on appelle un qubit. Nous passerons du temps, tout à l'heure, sur ce qu'un qubit est vraiment, parce que c'est exactement là que vit le mystère. Pour l'instant, gardez simplement ce nombre, 53, et un système de 53 qubits, quand il fonctionne, se retrouve lié non pas à 53 petits interrupteurs, mais à un nombre de possibilités distinctes, si grand qu'il est franchement difficile à écrire. Plus de 9 millions de milliards de possibilités, toutes tissées ensemble, toutes en jeu en même temps. Et ce n'est que 53. Poussez le nombre un peu plus haut, à 300 qubits. C'est encore une puce que vous pourriez tenir en équilibre sur le bout du doigt. Et le décompte des possibilités auxquelles elle se retrouve intriquée dépasse le nombre total d'atomes dans l'univers observable. Nous y reviendrons proprement dans un instant. Lisez cette phrase lentement, parce que c'est la fissure par laquelle tout le reste de la soirée va entrer. Quand Sycamore a fait tourner son calcul de 200 secondes, quelque chose, quelque part, a manipulé un éventail de possibilités trop grand pour tenir dans la matière de la puce. Trop grand, en réalité, pour tenir dans le cosmos visible. La machine a rendu une vraie réponse. Cette réponse a démonstrablement émergé d'un processus qui a dû, en même temps, tenir compte d'une pile astronomique de possibilités qui n'a de place pour s'asseoir nulle part, que nous puissions montrer du doigt. Voici donc la question que la petite puce de Google a laissé poser sur la table. Celle à laquelle personne dans ce laboratoire ne pouvait entièrement répondre. Celle que nous allons passer la soirée à poursuivre. La machine fonctionne. Cela n'est pas en doute. Le mystère n'est pas de savoir si elle fonctionne. Le mystère, c'est de savoir où le travail est en train d'être fait. Quelle part de la réalité tenait tout ça, quand il n'y a pas assez de réalité à portée de main pour le tenir? Pour commencer, ne serait-ce qu'à répondre, on ne peut pas rester dans le monde bien rangé des communiqués de presse et des articles de revue. Il faut aller se tenir à côté d'une de ces machines. Et se tenir à côté d'elle, il se trouve que c'est l'une des expériences les plus étranges qu'une personne puisse vivre, parce que ça ne ressemble pas à un ordinateur du tout. Ça ressemble à quelque chose entre une cathédrale et un lustre pendu dans une pièce fabriquée exprès par des mains humaines, plus froide que l'espace vide entre les étoiles. Imaginez que vous entrez dans la pièce où vit une de ces machines. Vous vous attendriez peut-être à un serveur, une boîte noire au voyant clignotant, qui ronronne calmement sur un rack. Ce n'est pas ce que vous trouvez. Ce que vous trouvez ressemble plus à un lustre dessiné par quelqu'un qui a pris une mauvaise direction dans un rêve. Il pend du plafond, une série d'étages dorés brillants, empilés l'un sous l'autre, chacun plus petit que le précédent, entourés de cuivre et de blindage, avec des câbles qui descendent à travers l'ensemble, comme des nerfs portant des signaux vers le froid. Le tout pend à l'intérieur d'une chambre scellée. Et tout en bas, plus petit qu'une pièce, se trouve la puce. Tout ce qui se trouve au-dessus, tout cet or, toute cette ingénierie soigneuse,
existe pour faire une chose: rendre le bas plus froid que presque n'importe quel autre endroit de l'existence. L'appareil porte un nom banal qui masque à quel point il est étrange. Un réfrigérateur à dilution. Et les températures qu'il atteint sont difficiles à tenir dans la tête. Nous allons donc y arriver doucement. La puce, tout en bas, opère autour de 20 millièmes d'un seul degré, au-dessus de ce que les physiciens appellent le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est le vrai plancher du froid, la température à laquelle toute l'agitation ordinaire, tout le tremblement de la matière, cesse théoriquement. Il se situe à environ 273 degrés en dessous de zéro sur l'échelle Celsius. La puce tourne d'un cheveu au-dessus de ce plancher. 20 millièmes d'un degré. Il n'y a presque nulle part de plus froid. Pour sentir à quel point c'est vraiment froid, il vous faut quelque chose à quoi le comparer. Voici la comparaison qui me saisit à chaque fois. Là-haut dans l'espace, remplissant l'univers entier dans toutes les directions, il reste une chaleur ancienne, une lueur refroidie de la naissance du cosmos. La rémanence apaisée du Big Bang lui-même, qui rayonne encore doucement dans le noir entre tout. Ce fond est à environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Et la puce tout au fond du réfrigérateur tourne plus de 100 fois plus froide que cela. Laissez cette phrase s'installer un instant. Nous avons construit ici, à la surface tiède de la Terre, un endroit plus froid que la température moyenne de l'espace profond, plus froid que le vide entre les galaxies. L'un des endroits les plus froids de l'univers connu n'est pas parmi les étoiles. Il est dans un laboratoire, et nous l'avons fait exprès. Le refroidissement se fait par étages, chaque niveau plus froid que celui du dessus, jusqu'au plancher opérationnel final, près de la puce. L'ensemble pend dans un vide, enveloppé de cuivre doré, parce que l'or reflète bien la chaleur, et parce que chaque murmure de tiédeur perdue doit être renvoyé avant qu'il puisse atteindre le fond. Voici maintenant la question qui déverrouille tout. Pourquoi tant de peine? Pourquoi construire l'un des endroits les plus froids de l'univers, rien que pour faire tourner un calcul? La chose que la machine est en train de faire est si délicate qu'elle ne peut survivre que dans un isolement quasi parfait du monde ordinaire. La machine doit être cachée du monde pour fonctionner. Cette dernière idée sonne pour l'instant comme un simple fait d'ingénierie, un détail sur le froid et le blindage. Beaucoup plus tard cette nuit, elle se retournera et nous racontera quelque chose de saisissant sur la nature de la réalité elle-même. Pour voir ce qui a besoin d'être protégé, suivez-moi jusqu'à la puce. Les qubits de ces machines sont construits autour d'une jonction Josephson. Prenez deux supraconducteurs, des matériaux qui conduisent l'électricité sans aucune résistance, une fois assez froids, et séparez-les par une couche isolante, si fine, que dans le monde ordinaire, elle devrait arrêter le courant net. Mais dans le monde quantique, des paires d'électrons passent droit à travers ce mur, sans jamais passer par-dessus. Un comportement qu'on appelle l'effet tunnel, qui n'a aucun équivalent nulle part dans le monde où vous et moi marchons. Refroidissez ces jonctions, entraînez-les avec des impulsions micro-ondes soigneusement accordées, et elles se mettent à se comporter comme des atomes artificiels. Elles prennent des niveaux d'énergie distincts, elles réagissent de façon contrôlée, et surtout, elles peuvent être placées dans cet état quantique fragile que les physiciens appellent la superposition. Vous avez presque certainement entendu qu'un qubit peut être un 0 et un 1 en même temps. C'est techniquement vrai et discrètement trompeur. Un qubit en superposition n'est pas comme une pièce qui tourne, secrètement déjà face ou pile en attente d'un regard. Il est vraiment dans un mélange des deux à la fois, décrit par une grandeur délicate qui porte non seulement le degré de probabilité de chaque issue, mais aussi quelque chose qu'on appelle la phase, laquelle gouverne comment les possibilités s'alignent et se combinent. Cette interférence entre possibilités est le moteur entier de la machine. Vous sentez déjà pourquoi le froid doit être aussi total. Une superposition est presque insupportablement sensible. Une seule particule perdue de tiédeur ordinaire qui atterrit sur la puce peut la détruire. Une vibration faible d'un camion qui passe sur la route dehors peut la détruire. Un souffle d'interférence électrique venant d'un câble tout proche peut la détruire. Chacune de ces choses provoque ce que les physiciens appellent la décohérence, l'effondrement de l'état quantique délicat, retombant dans un état ordinaire. À l'instant où cela arrive, le calcul en cours a disparu. C'est pour cela que les réfrigérateurs existent. C'est pour cela que ces laboratoires comptent parmi les environnements les plus soigneusement isolés que les êtres humains aient jamais construits.
Vous essayez de tenir un motif immobile, si faible que l'univers lui-même semble constamment essayer de l'effacer. Portez cette image. Si vous pouviez vous tenir à côté de la puce, tout en bas du réfrigérateur, sans que votre chaleur corporelle ruine tout, vous vous tiendriez dans l'endroit le plus froid et le plus immobile où vous auriez jamais été, plus froid que la face nocturne de la Lune, plus froid que l'espace entre les étoiles. La puce se trouverait au milieu de ce néant fabriqué, comme une respiration retenue. Chaque couche d'or, chaque degré de froid, chaque morceau de vide, tout ça pour une raison. Empêcher le monde tiède de toucher la seule chose fragile au centre, juste assez longtemps pour finir une seule pensée. Une machine qui doit être cachée du monde pour pouvoir penser. C'est une belle image, c'est une image étrange. Et c'est notre premier vrai indice que quoi que ces machines soient en train de faire, elles ne le font pas dans le monde ordinaire et tièdent des objets solides et séparés. Elles le font ailleurs. Et pour trouver où est cet ailleurs, il nous faut quitter la salle froide et faire un petit peu de mathématiques. Rien de difficile, juste des doublements et une comptabilité honnête. Et cette comptabilité va très vite nous mener à un endroit où nous allons manquer d'univers. Faisons un peu de mathématiques ensemble. Je vous promets que ça ne fera pas mal, parce que ce n'est rien de plus compliqué que du doublement et une comptabilité honnête. Mais je veux vous prévenir doucement à l'avance. Parce que la chose la plus troublante à propos de ces machines, ce n'est pas le matériel, et ce n'est pas le froid, ce sont les chiffres. Et les chiffres, une fois qu'on les suit jusqu'au bout, vous laissent debout devant une conclusion très difficile à contourner. Commencez avec un ordinateur ordinaire. Il stocke l'information dans des bits, et chaque bit est soit un 0, soit un 1. Chaque bit que vous ajoutez double le nombre d'arrangements possibles. Avec 50 bits, vous en avez plus d'1 million de milliards. Mais voici la chose clé sur un ordinateur ordinaire. À un instant donné, la machine est assise dans exactement un de ces états. Elle n'habite jamais qu'un seul arrangement à la fois. Un ordinateur quantique fait quelque chose de fondamentalement différent, et c'est la charnière de la soirée. Un qubit en superposition représente un mélange des deux. 50 qubits ensemble sont liés à 1 million de milliards de combinaisons simultanément. Le système ne marche pas à travers ces arrangements l'un après l'autre. Il est intriqué avec eux tous en même temps et produit sa réponse à travers la manière dont toutes ces possibilités interfèrent entre elles. Maintenant, poussons le nombre et regardons ce qui arrive, parce que c'est là que le sol se dérobe. Prenez 300 qubits. 2, multiplié par lui-même 300 fois, sort en un nombre si grand qu'il ne veut presque rien dire pour l'esprit humain. Alors laissez-moi vous donner quelque chose à quoi le mesurer. Le nombre total d'atomes dans l'univers observable tout entier, chaque atome dans chaque étoile, chaque planète, chaque nuage de gaz jusqu'au bord le plus lointain que nous puissions voir dans n'importe quelle direction, est estimé à environ 1 suivi de 80 zéros. Et une machine de 300 qubits, tournant en pleine superposition, serait liée à un nombre de possibilités qui n'est pas simplement plus grand que les atomes de l'univers. Il est plus grand d'un facteur d'environ 10 milliards. Une machine de la taille d'un ongle, engagée avec plus de possibilités distinctes qu'il n'y a d'atomes dans tout ce qui existe. 300 qubits, juste 300. Et Willow, une machine à laquelle nous reviendrons tout à l'heure, en porte déjà plus de 100, avec des feuilles de route sérieuses qui pointent vers des milliers dans la décennie, et des gens qui parlent sobrement de machines à 1 million de qubits dans nos vies. C'est le point où une personne prudente lève la main. Vous pourriez dire, attendez, la machine ne stocke pas vraiment toutes ces possibilités à la manière d'une mémoire ordinaire, et quand on finit par la mesurer, on n'obtient qu'une seule réponse, une seule chaîne de 0 et de 1. Alors où est le paradoxe ? Voici la réponse, et c'est la fissure par laquelle tout le reste de la soirée va entrer. L'interférence entre toutes ces possibilités a démonstrablement lieu. La bonne réponse émerge d'un processus qui, s'il avait été un calcul ordinaire, aurait nécessité de travailler à travers un nombre astronomique de possibilités ensemble. Les mathématiques de la mécanique quantique disent que le système travaillait bel et bien avec tous ces états. La question est différente et bien plus dure. Où tout cela avait-il lieu ? Quelle part de la réalité faisait le travail ? Regardez à nouveau la comptabilité. Dans un système de 300 qubits, le nombre de possibilités excède le nombre d'atomes dans l'univers observable. Vous ne pouvez pas stocker un 2, suivi de 90 zéros de nombre, à l'intérieur d'un 10, suivi de 80 zéros d'atomes.
L'arithmétique ne tient pas. Vous manquez d'univers avant de manquer d'état. C'est l'une des phrases vraies les plus étranges que je connaisse. 50 qubits impliquent déjà environ 1 million de milliards de possibilités. Comptez-les une par seconde, il vous faudrait plus de 30 millions d'années. Doublez à 100 qubits, et vous ne doublez pas simplement le nombre, vous mettez toute la pile au carré. Au moment où vous arrivez à quelques centaines, le compte quitte tout objet physique dont vous pourriez vous servir pour en garder trace. Il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre. Il n'y a pas assez d'atomes dans le Soleil, ni dans la galaxie, ni dans toutes les galaxies visibles empilées ensemble, et pourtant le compte monte encore, parce que chaque nouveau qubit est un doublement de plus. C'est pour cela que les physiciens ne décrivent pas la puissance d'un ordinateur quantique comme une affaire d'en stocker plus. Le stockage se termine, l'univers se termine. Quoi que la machine soit en train de faire, ça ne peut pas être une affaire de tenir toutes ces possibilités quelque part à l'intérieur d'elle, parce qu'il n'y a nulle part d'assez grand, nulle part, pour les tenir. Les physiciens ont un nom pour l'espace mathématique où ces possibilités vivent. Ils l'appellent espace de Hilbert, et en un sens précis, l'espace de Hilbert est plus grand que l'espace physique. Pas de la poésie, pas une métaphore, un simple fait mathématique. Le calcul se déroule dans un espace plus grand que l'univers que nous pouvons voir. La question se dresse donc là. Où cela a-t-il lieu? Vous avez passé votre vie à supposer que, quoi qu'une machine fasse, elle le fait quelque part à l'intérieur d'elle, dans le métal froid, dans un endroit que vous pourriez montrer du doigt si vous aviez un doigt assez petit. Cette supposition semble inébranlable. C'est comme ça que fonctionnent les objets. Et là, pour la première fois, cette supposition échoue. Elle échoue sur de la pure arithmétique. 300 choses plus petites qu'un grain, et déjà il n'y a nulle part dans le cosmos visible pour tenir ce qu'elle est en train de faire. Restez avec ce vertige. Il pointe vers l'intérieur, plus que vers l'extérieur. Nous avons l'habitude de nous sentir petits face à la taille de l'univers. C'est le sentiment opposé. C'est la plus petite machine sérieuse que nous ayons jamais construite, en train, d'une manière ou d'une autre, d'être trop grande pour que l'univers la contienne. L'information n'a, dans le sens le plus simple, nulle part dans l'espace où être, aucune adresse. Mais nous nous avançons trop. Si l'information ne peut pas tenir dans l'espace, alors peut-être, juste peut-être, que l'espace ordinaire n'a jamais été le bon endroit où regarder. Et ce soupçon tranquille nous conduit droit à un homme qui a dit exactement cela à voix haute, il y a 40 ans, et qui a été presque complètement ignoré pour l'avoir dit. En 1985, un physicien d'Oxford, David Deutsch, a publié un article dans les comptes rendus de la Royal Society de Londres. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des articles les plus importants de toute l'histoire de l'informatique. Il est aussi, pour une longue période, l'un des plus discrètement ignorés. Non pas parce qu'il avait tort, parce qu'il avait raison, dans une direction où la plupart des physiciens n'étaient pas prêts à voyager. Deutsch fixait exactement le problème que nous venons de traverser, le problème du « où ». Il a posé la question brutale, si l'information ne peut pas être stockée dans cet univers, parce que l'arithmétique dit qu'il n'y a pas assez d'univers, alors où est-elle? Il a refusé de traiter cela comme une énigme poétique sans réponse. Il l'a traité comme une question de physique dure, avec une réponse physique définie. Son raisonnement était le suivant. Le calcul a démonstrablement lieu. La manipulation d'un nombre astronomique de possibilités tout en même temps a démonstrablement lieu. Ce traitement a besoin d'un foyer physique. Et si le foyer physique ne peut pas être la matière ordinaire de notre univers observable, parce qu'il n'y en a pas assez, alors le foyer doit être ailleurs. Deutsch était un homme qui prenait sa propre théorie au pied de la lettre jusqu'au bout, et là où elle le menait, très peu étaient prêts à le suivre. Le quelque part ailleurs particulier qu'il attrapait, c'était une interprétation de la mécanique quantique, connue sous le nom d'image des mondes multiples. Et pour comprendre pourquoi quiconque prendrait cela au sérieux, il vous faut l'énigme qu'elle a été construite pour résoudre. Alors laissez-moi l'esquisser rapidement. Dans la mécanique quantique standard, un système en superposition évolue de manière lisse et prévisible, suivant une équation précise, s'étalant en un mélange de possibilités. Cette partie n'est pas controversée. Elle a été vérifiée avec une précision stupéfiante. Mais ensuite, au moment où vous le mesurez, le mélange semble s'évanouir et vous obtenez une seule issue définie. Toutes les autres possibilités disparaissent tout simplement. Les physiciens appellent cela
l'effondrement. Et la chose étrange à propos de l'effondrement, c'est que l'équation qui gouverne tout le reste ne dit rien à son sujet. Les mathématiques ne décrivent jamais le mélange en train de choisir soudain une réponse. Cet effondrement a été ajouté à la théorie à la main, non pas parce que les mathématiques l'exigeaient, mais parce que c'est ce que nous semblons voir. Chaque fois que nous regardons, nous voyons une issue. L'effondrement doit donc arriver. Mais l'équation ne le dit jamais. En 1957, un étudiant en doctorat de Princeton, du nom de Hugh Everett, a proposé une sortie radicale. Son directeur de thèse, il se trouve, était un physicien du nom de John Wheeler, un nom qui reviendra à la toute fin de notre soirée. Et si, demandait Everett, l'équation était simplement juste? Et s'il n'y avait aucun effondrement du tout? Et si, quand une mesure a lieu, chaque issue possible avait réellement lieu? Pas l'une après l'autre, pas avec une qui gagne et les autres qui disparaissent, mais tout ensemble, dans des branches séparées d'une seule réalité qui ne cesse jamais d'évoluer. L'appareil de mesure, le laboratoire, le scientifique, la planète entière se divisent en versions parallèles, une pour chaque issue. Et chaque version est entièrement réelle, et chacune ignore les autres, parce que les branches n'interagissent pas. C'est l'interprétation des mondes multiples. Quand Everett l'a proposé pour la première fois, l'idée a été écartée. L'histoire tourne calmement au triste. Everett n'a pas passé des décennies à se battre pour elle. Il a quitté la physique universitaire et travaillé sur l'arithmétique froide du ciblage nucléaire. Il est mort d'une crise cardiaque en 1982, à 51 ans, sans jamais savoir que l'idée pour laquelle il avait été écarté serait un jour prise plus au sérieux qu'elle ne l'a jamais été de son vivant. Il y a quelque chose d'instructif là-dedans, et l'histoire de ce soir a cette saveur, encore et encore. Voici un jeune homme qui a regardé l'équation que tout le monde utilisait, qui a remarqué qu'elle ne dit jamais réellement que l'effondrement a lieu, et qui a eu le cran de suggérer que peut-être l'équation devait simplement être crue. Pour ça, il a été largement ignoré par les figures les plus puissantes de son domaine. Et puis, lentement, longtemps après qu'il fût parti, l'idée pour laquelle on l'avait écarté est devenue l'un des cadres les plus sérieusement discutés dans les fondations de la physique. L'histoire de ce sujet est jonchée d'idées qui ont été ignorées, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles pointaient quelque part où les gens n'étaient pas prêts à aller. David Deutsch connaissait Everett, et il l'a pris avec un sérieux complet, comme une image littérale de ce que la mécanique quantique décrit. Un calcul quantique, dans sa lecture, c'est de l'interférence entre calculs parallèles tournant côte à côte dans des branches parallèles de la réalité. La raison pour laquelle la machine peut manipuler un problème exponentiellement grand, c'est que les morceaux de travail exponentiellement nombreux sont distribués à travers des réalités parallèles exponentiellement nombreuses, chacune faisant sa petite part, avec l'interférence entre elles produisant la réponse. Vous récoltez le résultat dans votre branche, mais le labeur, soutenait-il, a été fait partout. Quand vous demandez où la machine de 300 qubits gardait sa pile impossible de possibilités, la réponse de Deutsch était directe. Dans les autres mondes, il y avait de la place là, parce qu'il y avait plus de mondes que d'atomes. Il faut planter un drapeau ici, parce que c'est le genre d'affirmation qui se fait aplatir et survendre. La lecture de Deutsch est sérieuse. Elle est tenue par de vrais physiciens, et c'est une réponse honnête à notre question du « où ». Mais c'est une interprétation de la mécanique quantique, pas un résultat expérimental. La machine n'arrive pas avec une étiquette vous disant que l'image des mondes multiples est correcte. C'est une porte parmi plusieurs. D'autres physiciens sérieux regardent les mêmes machines et attrapent des images entièrement différentes, et aucune mesure ne peut trancher. Internet adore vous dire que les ordinateurs quantiques prouvent le multivers. C'est un pas plus loin que ce que les preuves permettent, et je ne le ferai pas avec vous ce soir. Voici où le chapitre atterrit. Deutsch avait une réponse, tenue par de vrais esprits. Mais ce n'est pas la réponse, pas une réponse prouvée. Ce qui est remarquable en soi, c'est qu'un physicien attentif, en 1985, a conclu que l'information ne pouvait pas être stockée dans l'espace ordinaire, que la réponse au « où » n'était pas ici. Sur ce point, vous n'avez pas besoin d'interprétation. Vous avez juste besoin de l'arithmétique. Et l'arithmétique n'est pas négociable. Et cela nous laisse avec une question plus aiguë, plus dure que celle avec laquelle nous avons commencé le chapitre. Si l'espace ordinaire est le mauvais endroit où chercher le calcul, nous ferions bien de nous demander si l'espace ordinaire
avec ses distances confortables et ses séparations propres, était jamais le vrai socle de la réalité au départ. Et pour répondre à ça, nous n'avons pas besoin d'interprétation, et nous n'avons pas besoin de philosophie. Nous avons besoin d'expériences, de vraies, quelques-unes parmi les expériences les plus soignées jamais réalisées par des êtres humains, assez soignées pour remporter un prix Nobel. Et ce qu'elles montrent, c'est que l'univers, à son niveau le plus profond, ne tient pas ces morceaux lointains vraiment séparés. L'histoire commence en 1935, avec un argument, et l'argument a été lancé par Albert Einstein, aux côtés de deux collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen. Einstein a pointé du doigt une caractéristique de la mécanique quantique qu'il trouvait franchement inacceptable. La théorie semblait permettre ce qu'il appelait, avec un dégoût évident, une action fantomatique à distance. Prenez deux particules, préparez-les ensemble de sorte que leurs propriétés soient liées, une condition que nous appelons aujourd'hui intrication, puis emportez-les au loin l'une de l'autre. La mécanique quantique disait qu'en mesurer une fixerait instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance à laquelle on l'aurait transporté. Einstein ne pouvait pas avaler ça. Il croyait que la théorie devait être incomplète. Sûrement, soutenait-il, les particules portaient avec elles une information cachée, une sorte d'instruction locale, inscrite en elles dès le départ, qui déterminait discrètement comment chacune se comporterait à la mesure. Dans son image, le côté fantomatique n'était que notre ignorance. Les particules savaient déjà ce qu'elles allaient faire. Nous n'avions simplement pas accès à la note qu'elles portaient. C'était une position profondément raisonnable. Les choses sont là où elles sont. Elles portent leurs propres propriétés avec elles. Ce qui se passe ici est causé par ce qui est ici. Pendant presque 30 ans, ceci a ressemblé à une affaire de goût. Einstein pensait que les particules portaient des notes cachées. D'autres pensaient que non. Et il semblait qu'aucune expérience ne pourrait jamais dire la différence. Il n'est pas mort, parce qu'en 1964, un physicien irlandais du nom de John Stuart Bell a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a trouvé un moyen de transformer l'intuition d'Einstein en un nombre que l'on peut tester. Bell travaillait de jour sur la conception des accélérateurs de particules et poursuivait les fondations de la mécanique quantique presque comme une passion privée. Il a prouvé que si les particules portaient réellement des instructions cachées locales, inscrites à l'avance, alors les corrélations entre mesures sur deux particules distantes intriquées doivent obéir à une certaine limite mathématique. Il y a un plafond sur le degré de coordination qu'elles peuvent atteindre. Appelez ça une clôture. N'importe quel monde bâti sur des notes locales cachées doit rester derrière. La mécanique quantique prédisait que la clôture serait franchie. Deux images, deux prédictions numériques différentes sur ce que vous verriez réellement dans un laboratoire. Bell avait pris un argument philosophique et l'avait transformé en une expérience. Il fallait seulement que quelqu'un la fasse tourner. Ils l'ont fait. Et ils ont continué à la faire tourner, en fermant chaque échappatoire possible pendant 50 ans. Un test précoce est venu en 1972, d'un physicien américain du nom de John Clauser, et il a favorisé la mécanique quantique, mais avec des trous. Au début des années 1980, un physicien français du nom d'Alain Aspect a fait tourner une série d'expériences bien plus soigneuses à Paris, changeant les réglages de ses détecteurs, si vite qu'aucun signal ordinaire ne pouvait se faufiler entre eux à temps. De nouveau, les résultats sont revenus décisivement contre les instructions cachées d'Einstein. Mais le débat ne s'est pas complètement clos jusqu'à un ensemble jalon d'expériences en 2015. La plus célèbre a été menée par un groupe dirigé par le physicien Ronald Hanson à l'université de Delft aux Pays-Bas. Celle-là a fermé les dernières échappatoires en même temps, utilisant des électrons intriqués tenus dans de minuscules diamants séparés de plus d'1 kilomètre, avec les mesures faites si vite qu'aucun signal voyageant à la vitesse de la lumière n'aurait pu passer entre les deux détecteurs avant que les deux mesures soient terminées. Il ne restait aucune place pour une histoire locale cachée, et le résultat est revenu comme toujours. La clôture de Bell était franchie, décisivement, sans sortie restante. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour tout ce corps de travail. Et la conclusion qu'il établit n'est pas sérieusement contestée parmi les physiciens. C'est l'un des résultats les plus solides que nous ayons. Les théories à variables cachées locales sont exclues. Les particules ne portent pas de réponse locale préexistante. Il n'y a pas de couche ordinaire plus profonde, sous la mécanique quantique, dans laquelle tout est discrètement réglé à l'avance.
Einstein, sur ce point particulier, l'un des très rares de sa vie extraordinaire, avait tort. Il faut être soigneux ici, parce que c'est un endroit où les récits populaires débordent. Le fait que la clôture de Bell soit franchie ne veut pas dire que mesurer une particule envoie un signal à l'autre. Cela ne veut pas dire que l'information voyage plus vite que la lumière. Un résultat ferme, qu'on appelle le théorème de non-signalisation, dit que vous ne pouvez pas utiliser l'intrication pour envoyer un message instantanément. Les corrélations sont réelles, mais vous ne pouvez pas les contrôler assez bien pour transmettre quoi que ce soit. La relativité est en sécurité. Rien ne court entre les particules. Mais quelque chose a lieu, et c'est plus étrange, à sa manière, qu'un signal ne le serait. Les deux particules distantes se comportent d'une façon plus coordonnée qu'aucune histoire locale du monde ne pourrait jamais le produire, et il n'y a pas de messager qui passe entre elles pour arranger ça. Quelque chose dans la structure de la réalité produit des issues assorties en deux endroits séparés, et ce quelque chose n'est pas porté à travers l'espace qui les sépare. Et nous arrivons ainsi à la phrase que je veux que vous teniez, celle qui est le vrai centre de toute cette soirée. L'univers ne calcule pas localement. La relation entre deux particules distantes intriquées n'est pas entretenue par quoi que ce soit qui vit dans l'écart entre elles. Elle est, dans le sens le plus fondamental, non locale. Laissez-moi vous mettre à l'intérieur d'une de ces expériences, parce que je pense que le simple fait de la chose est plus puissant que n'importe quelle explication. Imaginez que vous vous tenez dans le laboratoire de Delft en 2015. Devant vous s'étend un long couloir froid, et à chaque bout se trouve un détecteur, plus d'1 kilomètre d'air néerlandais tranquille entre eux. À chaque détecteur attend un seul électron intriqué, retenant son souffle. Un choix aléatoire rapide, fait au dernier instant possible, règle la question que chaque détecteur va poser, si tard que même un faisceau de lumière ne pourrait porter la nouvelle d'un choix jusqu'à l'autre avant que les deux réponses soient verrouillées. Les deux résultats reviennent, corrélés, assortis plus étroitement qu'aucun compte local du monde ne pourrait jamais le permettre. Et puis ça arrive encore, et encore. Les deux bouts de ce couloir continuent à être d'accord entre eux, et rien du tout ne traverse l'espace entre eux pour arranger cet accord. Pas de fil, pas de champ, pas de signal dans le temps. Tenez-vous là et sentez-le, parce que ce n'est pas un tour, ni une erreur, ni une affaire d'interprétation. C'est un fait simple, têtu, répétable, sur le monde dans lequel vous vivez. La réalité refuse de tenir ces morceaux lointains vraiment séparés. C'est le moment où la physique vous regarde, avec un visage droit et une montagne de données dures derrière elle, et vous dit que la séparation n'est pas toute la vérité. Que la distance à laquelle vous faites confiance si complètement n'est pas, au niveau le plus profond, la barrière que vous croyez. Et voici le résidu qui nous porte vers l'avant. Cela a été prouvé pour 2 électrons solitaires dans un couloir long d'1 kilomètre. Mais 1 kilomètre, c'est une distance de laboratoire. Il serait facile et rassurant d'imaginer que l'effet est délicat, qu'il ne survit que sur un banc poli dans une pièce blindée et qu'il tombe en pièces dès l'instant où l'on l'emporte dehors dans le vaste monde en désordre. Cette pensée serait apaisante. En 2017, un satellite a prouvé à quel point elle serait fausse, à travers une distance qui vous arrêterait le cœur. Le satellite était chinois et il portait le nom de Micius, d'après un philosophe ancien qui a mené certaines des premières expériences enregistrées en optique il y a 2500 ans. Micius a été lancé en août 2016, depuis le désert de Gobi, par une équipe dirigée par un physicien du nom de Jian-Wei Pan. Pan avait fait son doctorat, des années plus tôt, en Autriche, sous la direction d'Anton Zeilinger. Le même Zeilinger qui allait plus tard partager le prix Nobel de 2022 pour les expériences d'intrication dont nous venons de parler. L'étudiant qui avait appris l'artisanat de l'intrication dans un laboratoire européen était maintenant sur le point de l'emporter dans l'espace. Le satellite s'est installé à environ 500 km au-dessus de la Terre. Micius a été construit pour partager l'intrication quantique entre des stations au sol séparées par des distances qu'aucun laboratoire ne pourrait jamais espérer égaler. À bord, un cristal a engendré des paires de photons intriqués, et le satellite a envoyé un photon de chaque paire vers une station au sol, et l'autre photon vers une seconde station, ailleurs entièrement. Les 2 stations, à Delinga et à Nanshan, hautes dans les montagnes du plateau tibétain,
étaient séparés de plus de 1200 km, à peu près la largeur de la France, et les photons devaient survivre au voyage vers le bas, à travers l'atmosphère turbulente pleine de météo. L'intrication a survécu. Les corrélations entre les mesures ont franchi la clôture de Bell dans des conditions strictes. La connexion entre ces deux photons a tenu à travers plus de 1000 km de ciel ouvert, plus du double du record précédent, et vastement plus loin que n'importe quel brin de fibre optique n'aurait jamais pu la porter. Et l'année suivante, le même satellite a été utilisé comme relais de confiance pour établir un lien quantiquement sécurisé entre Pékin et Vienne, des villes séparées d'environ 7600 km, permettant le premier appel vidéo intercontinental de son genre, avec des clés protégées par les règles étranges du monde quantique. Le point qui porte tout le reste de la soirée, c'est ceci. La relation entre particules intriquées, une fois établie, ne s'affaiblit pas avec la distance et ne semble pas se soucier de l'espace qui sépare. Micius tirait des particules uniques de lumière depuis une plateforme en mouvement à 500 km d'altitude, à travers la profondeur entière de l'atmosphère, jusqu'à un télescope au sommet d'une montagne, et les attrapait assez précisément pour tester la corrélation entre eux. C'est un peu comme si vous lanciez, depuis un avion à grande vitesse, 2 pièces à 2 personnes se tenant sur 2 montagnes séparées de 1000 km, et que les 2 pièces arrivent exactement là où elles doivent d'arriver. Et découvriez que la manière dont les 2 pièces tombent est, d'une façon ou d'une autre, coordonnée. Peu importe combien vous vérifiez soigneusement que ça a marché, c'est un triomphe d'ingénierie. Que l'intrication ait survécu, c'est un énoncé sur l'univers. La connexion ne s'est pas effilochée avec la distance. Elle a simplement tenu, comme si les 1200 km n'étaient pas là. Restez avec l'image. 2 grains de lumière nés ensemble dans le ventre d'un satellite, jetés au loin, l'un tombant vers un observatoire au sommet d'une montagne dans une province, l'autre tombant vers une station plus de 1000 km plus loin. Par chaque instinct que vous possédez, ces 2 grains sont maintenant des choses séparées, à des endroits séparés. Ce qui les liait autrefois aurait dû rester en arrière, là-haut, dans le noir entre eux. Ce n'est pas ce qui a eu lieu. Mesurez-en un, et l'autre répond en cadence à travers un écart plus large que la plupart des pays, sans que rien ne franchisse la distance pour porter le message. Sentez à quel point cela dissout l'idée de distance. L'univers traite plus d'1 millier de kilomètres comme s'il n'y avait rien. Comme si le mot « séparé » ne voulait dire quelque chose que pour des créatures de notre taille. Ce que ce satellite a prouvé, doucement et décisivement, c'est que la séparation qui va de soi pour nous n'est pas une caractéristique du monde en dessous. C'est une caractéristique de notre vue de lui. Tenez ceci à côté de ce que nous bâtissons. L'intrication ne se soucie pas de la distance, et l'intrication est précisément la ressource dont le calcul quantique se sert. La machine tout au fond du réfrigérateur froid exploite exactement cela quand elle calcule. La ressource n'est pas bornée par la taille physique du matériel. Ce qui tient 2 photons ensemble, à travers 1200 km de ciel, est la sorte même de chose que le processeur utilise pour penser. Nous avons maintenant en main le froid, le compte et la distance. 3 découvertes recueillies dans 3 directions complètement différentes. Il y a un moment, dans n'importe quelle enquête réelle, où l'on a rassemblé assez d'indices séparés pour que la chose intelligente à faire soit d'arrêter de collecter et de commencer à arranger. Nous sommes à ce moment. Étalons les morceaux sur la table et regardons ce qu'ils essaient de nous dire ensemble. Voici le premier morceau. La machine doit être cachée du monde ordinaire pour fonctionner. L'état quantique dont elle dépend est si délicat qu'il ne peut survivre que dans un isolement quasi total du monde tiède qui l'entoure. Sur le moment, cela sonnait comme un détail d'ingénierie. Cela compte bien plus maintenant, parce que c'est sur le point de devenir un indice sur la nature des choses. Voici le deuxième morceau. Ce que la machine fait ne peut pas tenir à l'intérieur de l'univers visible entier. L'information qu'elle manipule n'a aucune adresse dans l'espace ordinaire. Et voici le troisième morceau. Les connexions dont la machine se sert ne respectent pas la distance. Bell à Delft, Micius à travers 1200 km. La ressource que ces machines exploitent est non locale. Ce n'est pas le genre de chose qui vit à un endroit particulier. Regardez les 3 ensemble. La machine doit être scellée à l'écart du monde local. L'information ne tient pas dans l'espace local. Les connexions ignorent complètement la distance.
3 faits séparés, dans 3 directions entièrement différentes. Ils n'ont pas été choisis pour s'accorder, et pourtant chacun, posé à côté des autres, dit la même chose unique. La séparation n'est pas fondamentale, c'est une surface, et ces machines sont les premiers outils que nous ayons jamais construits qui atteignent en dessous. C'est la thèse entière de la soirée. La séparation est une surface, pas le socle. La distance que vous traversez quand vous marchez dans une pièce, la solidité privée d'un seul objet, tout cela peut être une peau lisse que l'univers présente à des créatures de notre taille. En dessous, le monde semble être tissé d'une manière qui a peu à voir avec les distances que vos yeux rapportent. Un ordinateur quantique fonctionne précisément parce qu'il ne fait pas son calcul à la surface. Il tend la main en dessous. Les mystères deviennent un seul fait, vu sous 3 angles. Pourquoi la machine doit-elle être si froide? Parce qu'elle protège quelque chose qui n'appartient pas au monde local. La décohérence, c'est à quoi cela ressemble quand le monde ordinaire des choses séparées tend la main à l'intérieur et force la machine à être locale de nouveau. Pourquoi peut-elle manipuler plus de possibilités qu'il n'y a d'atomes? Parce qu'elle ne les garde pas dans la matière locale de la puce. Pourquoi ces corrélations ignorent-elles la distance? Parce que la distance, au niveau où elle opère, n'est pas la vraie structure des choses. La machine ne fait pas un tour de magie. Elle obéit calmement à un ensemble plus profond de règles qui ont toujours été là en dessous. Nous avons bâti ces machines par accident d'ingénierie, en poursuivant un calcul plus rapide, et nous avons bâti les premiers instruments qui touchent cette couche plus profonde directement. Cela recadre la question. Demandez où suppose la chose même qui se révèle fausse. Si la séparation n'est qu'une surface, alors le « où » est une question de surface, et la machine fait son travail sous la surface. Alors, depuis ici, notre chemin change de caractère. Nous avons passé la première moitié de la soirée à rassembler les preuves que la réalité n'est pas locale, que la séparation est une surface. Ce travail est fait, et le dossier est aussi solide que n'importe quoi dans la physique moderne. Nous allons maintenant passer la seconde moitié à demander jusqu'où cela descend, et ce qu'il y a, s'il y a quelque chose, tout au fond. En décembre 2024, dans ce même laboratoire de Santa Barbara, où Sycamore avait fait tourner son calcul de 200 secondes 5 ans plus tôt, l'équipe quantique de Google a dévoilé une nouvelle puce. Ils l'ont appelée Willow, et elle portait 105 qubits. Elle a fait tourner un étalon en à peu près 5 minutes, qui, selon les comptes de l'équipe elle-même, prendrait à un supercalculateur ordinaire un nombre d'années si grand qu'il a cessé de vouloir dire quelque chose. Un 10 suivi de 25 zéros, bien plus long que l'âge de l'univers. Mais la vitesse brute, maintenant, était presque la partie ordinaire de l'histoire. Willow a fait autre chose. Quelque chose qui, si tant est plus dur à expliquer que la vitesse, et c'est le fait unique le plus étrange de toute cette soirée, parce que, par chaque instinct que nous possédons, ce ne devrait pas être possible du tout. Souvenez-vous de la règle la plus ancienne de l'ingénierie, celle que je vous ai demandé de tenir près du début. La complexité veut dire fragilité. Chaque machine que les êtres humains ont jamais bâtie lui obéit. Plus vous ajoutez de pièces à un système, plus ce système a de manières de tomber. Ce n'est pas une loi qu'on a écrite, c'est la traction lente et patiente de tout l'univers vers le désordre, apparaissant dans tout ce que nous faisons. Ajouter des pièces, ajouter de la fragilité. Cela n'a jamais été violé une seule fois, jusqu'à Willow. Voici le problème que Willow a été bâti pour résoudre. Les états quantiques sont presque insupportablement délicats. Si vous voulez calculer avec ces choses, vous ne pouvez pas compter sur un seul qubit pour tenir votre information. Les physiciens avaient un plan, esquissé dès les années 1990 par Peter Shor et d'autres. Ne stockez pas votre information dans un qubit fragile. Étalez-la sur plusieurs, tissez à travers eux tous, de sorte que si l'un trébuche, les autres portent la mémoire de ce qu'il était. Comme écrire une phrase importante sur plusieurs pages à la fois, pour qu'aucune page déchirée ne perde le sens. Mais il y avait un piège, et pendant presque 30 ans, le piège a gagné. Chacun des qubits supplémentaires que vous ajoutez pour protéger l'information est lui-même fragile. Chacun peut échouer. Alors la question terrible était, quand vous ajoutez plus de qubits pour protéger le message, gagnez-vous plus de protection que vous n'introduisez de nouvelles manières d'échouer? Pendant 3 décennies, la réponse honnête était non. Chaque fois que les chercheurs augmentaient l'échelle, les nouvelles erreurs introduites par les qubits supplémentaires
submergeait la protection que ces qubits étaient censés fournir. Le remède était pire que le mal. Ajouter des pièces, ajouter de la fragilité, exactement comme la règle la plus ancienne l'exige. Le seuil, comme il l'appelait, le point où la protection dépasse enfin la défaillance, était une ligne que personne n'avait jamais réussi à franchir. Willow l'a franchie. Et elle ne l'a pas franchie de justesse. Quand l'équipe a augmenté la taille du réseau de protection, d'une grille de 3 par 3 qubits physiques à 5 par 5, puis à 7 par 7, le taux d'erreur sur l'information protégée n'a pas tenu, et il n'a pas grimpé. Il est tombé. Et il est tombé d'à peu près moitié à chaque fois qu'ils agrandissaient le réseau. La machine devenait plus fiable en devenant plus grande. La chose qu'il protégeait devenait plus dure à détruire à mesure qu'il y en avait plus. Chaque instinct d'ingénieur que nous avons dit que ce devrait être impossible. Et pourtant, c'était là, mesuré, publié dans la revue Nature et confirmé. Hartmut Neven, le physicien qui a fondé et dirige le laboratoire quantique de Google, l'a appelé un signe non falsifiable que la correction d'erreur marchait vraiment, que la machine, enfin, après 30 ans, était passée en dessous du seuil. Au niveau de l'ingénierie, le code protecteur est arrangé de sorte que les petites erreurs les plus communes s'annulent plus vite que la foule croissante de qubits n'en engendre. C'est la réponse technique. Mais reculez et demandez ce que cela veut dire. La règle que la complexité veut dire fragilité est une règle sur des choses locales. La chose que Willow protège n'est pas une chose locale. Le qubit logique ne vit dans aucun de ces qubits physiques. Il n'est pas assis à un endroit particulier sur la puce. Il est tissé à travers le réseau entier, étalé à travers l'intrication qui lie tous ces qubits, tenus dans exactement le genre de reliance non locale que nous avons vu survivre à travers 1 kilomètre à Delft et à travers un continent depuis un satellite. Une chose qui ne vit dans aucun endroit unique ne peut pas être tuée par une défaillance en un endroit unique. C'est pour ça qu'ajouter plus de qubits la rend plus solide. Vous épaississez la toile de reliance dans laquelle une chose non locale est tenue. Plus vous tissez de brins, plus il est dur pour le monde local d'attraper le motif et de l'arracher. C'est la même découverte que nous avions atteinte au dernier chapitre, portant un nouveau visage. La décohérence, l'ennemi contre laquelle la salle froide a été bâtie, c'est ce qui arrive quand le monde local touche la machine et traîne son information vers la surface, la forçant à être locale, et les choses locales cassent. La correction d'erreur, c'est la machine en train d'apprendre à tenir son information plus profondément, plus loin de la surface, étalée si largement à travers la reliance en dessous qu'aucun toucher unique du monde local ne peut la trouver tout à la fois. Willow ne défie pas la règle, elle lui échappe, en gardant la chose qui lui importe dans un endroit où la règle ne va pas. Restez avec la beauté étrange de ceci. Nous avons passé des siècles à apprendre que tout ce que nous bâtissons devient plus fragile en devenant plus complexe. Et puis nous bâtissons la première machine, dont le vrai soi ne vit pas dans le monde local, des pièces séparées cassables. Elle devient plus solide en devenant plus grande. C'est une démonstration physique qu'il existe une couche de la réalité où nos intuitions les plus anciennes sur les pièces, les tout et la fragilité ne s'appliquent pas. Mais cela soulève une question dure et légèrement troublante, et c'est là que nous allons ensuite. Si la chose que la machine protège n'a pas d'emplacement unique, si son travail a lieu dans une couche que nous ne pouvons pas montrer du doigt, alors, quand la machine nous tend une réponse, pouvons-nous même la vérifier? Cette question a une réponse précise et dérangeante. Elle a été prouvée en une seule ligne de mathématiques, dense, en 2020. En janvier 2020, un groupe de 5 chercheurs, un informaticien nommé Thomas Vidic parmi eux, aux côtés de Zheng-Feng Ji, Anand Natarajan, John Wright et Henry Yuen, a publié un résultat dans la théorie du calcul qui n'a pas reçu la moitié de l'attention publique qu'il mérite. Il porte une étiquette compacte et rebutante, une courte chaîne de lettres qui se lit comme une soupe d'alphabet, et je ne vais pas vous faire l'apprendre, mais je vais vous dire ce qu'elle veut dire, parce que ce qu'elle veut dire est calmement stupéfiant. Le résultat concerne ce qui se passe quand un vérificateur classique ordinaire interagit avec 2 systèmes quantiques qui partagent une intrication. Il montre que l'intrication donne à ce vérificateur humble accès à une classe de problèmes vérifiables incompréhensiblement plus grande que tout ce qu'un ordinateur ordinaire pourrait jamais vérifier. Aussi grande, en fait,
que la classe de tous les problèmes dont les vraies réponses peuvent être confirmées tout court, y compris une version du fameux problème de l'arrêt, dont Alan Turing a prouvé il y a presque un siècle qu'aucune méthode ordinaire ne peut le trancher en général. L'intrication étire la portée de ce qui peut être vérifié, au-delà du bord de ce qu'aucune machine ordinaire ne pourrait jamais calculer. À mesure que les ordinateurs quantiques grandissent, leurs réponses se trouveront de plus en plus au-delà de toute vérification ordinaire. Un calcul quantique suffisamment grand produira un résultat qu'aucun ordinateur ordinaire ne peut confirmer ou infirmer. Le calcul devient un oracle. Vous mettez une question dedans, une réponse en sort, et il n'y a pas de manière indépendante de savoir si elle est juste. La machine dit que la réponse est celle-ci, et vous lui faites confiance ou vous ne l'utilisez pas. Nous ne sommes pas encore entièrement à ce point. Les machines qui existent aujourd'hui sont encore assez petites pour que, à grands coups, leurs sorties puissent être vérifiées ponctuellement. Mais la direction est indubitable. Willow pousse déjà dans un territoire où la vérification ordinaire complète est impraticable. Et voici le bord le plus aigu. Les usages les plus précieux, modéliser une molécule pour un médicament, simuler une chimie trop complexe pour tout ordinateur ordinaire, sont exactement ceux où nous pourrons le moins vérifier le travail. Parce que si nous pouvions le vérifier avec une machine ordinaire, nous n'aurions pas eu besoin de la quantique au départ. Imaginez, dans les années à venir, une chimiste, appelons-la Alice. Elle veut savoir comment une molécule particulière va se comporter. Un candidat pour un nouveau médicament. La molécule est trop complexe pour qu'aucun ordinateur ordinaire ne la simule. Elle remet le problème à un ordinateur quantique. Il bourdonne dans sa pièce froide, et après un certain temps, il rend une réponse. Cette molécule va se plier de cette façon, se lier ici, faire ceci et pas cela. Elle ne peut pas la vérifier. Pas vraiment. Elle ne peut pas refaire tourner le même problème sur une machine ordinaire, parce que la raison entière pour laquelle elle a saisi l'ordinateur quantique, c'est qu'aucune machine ordinaire ne peut faire le problème du tout. Elle se retrouve à tenir un résultat aux conséquences énormes, et elle n'a aucune manière indépendante de savoir s'il est juste. Elle peut faire confiance à la machine ou ne pas s'en servir. Il n'y a pas de troisième porte marquée vérifiée. Restez avec la taille de cette rupture. Pendant toute l'histoire de la connaissance organisée, la chose qui séparait le savoir du croire, c'est qu'on pouvait, en principe, vérifier. On pouvait tracer le raisonnement, refaire l'expérience, la regarder pas à pas et se satisfaire. Une preuve mathématique est une chaîne que l'on peut parcourir maillon par maillon. Cette auditabilité était le fondement. Et maintenant, nous bâtissons des instruments qui nous tendent des réponses depuis un endroit où nous ne pouvons pas les suivre, un raisonnement que nous ne pouvons pas retracer, un espace de travail où nous ne pouvons pas entrer, parce qu'il n'a aucune adresse dans notre espace tout court. Élargissons le cadre à une civilisation entière. Imaginez ces machines lâchées sur la conception de médicaments, sur l'écoulement d'air d'une aile d'avion, sur la stabilité des systèmes financiers, sur le climat, produisant à chaque fois des réponses au poids réel. Et à chaque fois, ces réponses arrivant depuis un endroit qu'aucune vérification ordinaire ne peut atteindre. Nous deviendrions, sans jamais tout à fait le décider, une civilisation qui agit sur la parole d'oracle, parce que les réponses les plus précieuses sont précisément celles que nous ne pouvons pas vérifier. Je veux être juste ici, parce que ce n'est pas une histoire d'horreur. Les physiciens développent des vérifications partielles astucieuses, des manières de tester une machine quantique sur des problèmes plus petits et de bâtir une confiance statistique. La preuve de 2020, avec 2 prouveurs intriqués, est aussi une porte. L'intrication elle-même peut servir à bâtir de nouveaux types de vérifications. La confiance n'a pas à être aveugle. Nous avons déjà été ici. La plupart d'entre nous ne peuvent pas vérifier personnellement qu'un médicament est sûr ou qu'un pont va tenir. Nous faisons confiance à tout un appareil de test et d'expertise. C'est ce problème poussé à un niveau plus profond, et il exigera un nouvel appareil de confiance. Quelque chose change vraiment. La relation entre nous et nos instruments les plus puissants se déplace. De vérifier à faire confiance, d'auditer une somme, à consulter un oracle. La machine fait sa pensée dans une couche de la réalité qui n'a jamais été bâtie pour que nous la voyions. Nous sommes des créatures de la surface. Nous avons évolué pour tendre la main vers des objets dans une pièce, pour faire confiance à la séparation solide du monde que nos mains peuvent toucher. Et nous avons bâti un outil qui travaille en dessous. Bien sûr, nous ne pouvons pas la suivre là-bas.
Nous ne sommes pas bâtis pour nous tenir dans cet endroit. Nous sommes seulement, pour la première fois, bâtis pour bâtir des machines qui le peuvent. Voilà pour l'oracle. Mais cela laisse une porte ouverte, la plus profonde de toutes. Si le calcul se passe quelque part sous l'espace ordinaire, alors la question suivante évidente est celle que les physiciens ont commencé, très prudemment, à poser à voix haute. De quoi l'espace ordinaire est-il fait? Et un nombre croissant d'entre eux en sont venus à soupçonner une réponse qui aurait sonné comme de la folie il y a une génération. Que l'espace lui-même, la distance entre toutes les choses, est tissée à partir de la reliance exacte que nous poursuivons. Pendant la plus grande partie de l'histoire de la physique, l'espace était la scène, jamais l'acteur, le contenant vide dans lequel tout le reste avait lieu. Un arrière-plan fixe, la seule chose que l'on n'avait jamais à expliquer. Puis, au cours des 2 dernières décennies, un petit groupe de physiciens s'est mis à soupçonner que l'espace n'est pas l'arrière-plan du tout, qu'il est fait de quelque chose, et que ce quelque chose est la reliance même que nous suivons depuis le début, l'intrication. La personne qui l'a mis le plus vivement, c'est un physicien du nom de Mark van Ramsdonck. En 2010, il a publié un court article intitulé « Bâtir l'espace-temps avec de l'intrication quantique ». Il travaillait à l'intérieur du principe holographique, entrevu pour la première fois par Gérard de Hooft et Leonard Susskind dans les années 1990. Le principe holographique dit que tout ce qui se passe à l'intérieur d'une région d'espace peut être entièrement décrit par de l'information vivant sur la frontière plate qui entoure cette région. Comme un hologramme, où une feuille plate contient secrètement une scène entièrement tridimensionnelle. L'intérieur n'est pas la chose fondamentale. La frontière l'est. Et l'intérieur, l'espace dans lequel nous vivons, est écrit dans l'information sur le bord. Van Ramsdonck a fait un mouvement magnifiquement simple. Prenez cette information de frontière, fendue en 2 moitiés. Ces 2 moitiés sont intriquées l'une avec l'autre. À l'intérieur, cela correspond à une seule région d'espace connectée. Dans son imagination, il s'est mis à baisser l'intrication entre les 2 moitiés, comme on baisse lentement une lumière. Et il a demandé « Qu'arrive-t-il à l'espace à l'intérieur ?» La réponse qu'il a trouvée refaçonne ce coin de la physique depuis. À mesure que l'intrication entre les 2 moitiés s'estompe, l'espace à l'intérieur s'étire et s'amincit. Les 2 régions dérivent l'une loin de l'autre. Et quand l'intrication tombe à 0, l'espace se déchire, se pince entièrement, et vous vous retrouvez avec 2 espaces séparés, plus connectés du tout. Coupez l'intrication, coupez l'espace en 2, retournez cela, et vous obtenez la revendication positive. L'intrication est ce qui coule l'espace ensemble. 2 régions sont proches, précisément parce que l'information sous-jacente est intriquée. La distance elle-même n'est pas un fait fondamental. C'est une lecture de la force d'intrication des morceaux sous-jacents. Les choses proches sont fortement intriquées. Les choses loin sont faiblement intriquées. L'espace est tissé brin par brin à partir de connexions quantiques innombrables. Tirez les brins et le tissu vous vient dans les mains. Aux alentours de la même époque, 2 autres physiciens sont arrivés à une idée étroitement liée depuis une direction complètement différente. Juan Maldacena et Leonard Susskind ont publié un article en 2013 proposant ce qu'ils ont appelé ER égale EPR. Les lettres tiennent pour 2 articles qu'Einstein a écrits en 1935. L'un, avec Rosen, décrivait un pont à travers l'espace, un trou de verre connectant 2 endroits lointains. L'autre, avec Podolsky et Rosen, décrivait pour la première fois le lien fantomatique de l'intrication. Pendant presque 80 ans, personne n'a pensé qu'ils avaient quoi que ce soit à voir l'un avec l'autre. Maldacena et Susskind ont proposé qu'ils sont la même chose. Chaque paire de particules intriquées, connectées par un minuscule trou de verre, un brin de l'espace lui-même. L'intrication et la géométrie de l'espace ne sont pas 2 phénomènes, mais un seul vu de 2 côtés. Il faut planter un drapeau ici. Ce n'est pas de la physique établie. Ce n'est pas prouvé. Cela vit, pour l'instant, surtout à l'intérieur d'univers modèles idéalisés que les physiciens utilisent comme terrain d'essai. Que cela tienne dans l'univers réel où nous vivons est une question ouverte, une frontière vivante et contestée. Je ne vais pas vous dire que c'est vrai. Je vais vous tendre la forme de la chose et vous laisser la peser vous-même. Voici pourquoi cela appartient à notre histoire. Nous avons demandé de quoi l'espace ordinaire pouvait bien être fait,
et c'est la réponse la plus hardie que quiconque ait offerte. L'espace est fait d'intrications. Si c'est même partiellement juste, alors la non-localité que nous avons rencontrée à répétition n'a jamais été une exception étrange à la manière dont l'espace fonctionne. C'était un aperçu de ce que l'espace est vraiment en dessous. La reliance n'est pas quelque chose qui se passe dans l'espace, défiant les distances. La reliance est ce dont les distances sont faites. Un ordinateur quantique, sous cette lumière, devient étrange à tenir dans l'esprit. Quand il intrigue ses qubits, il tend peut-être la main vers le bas et travaille directement avec les brins mêmes dont l'espace est tissé, tirant doucement sur le métier du monde. Reste une dernière porte à ouvrir. Si l'espace est fait d'intrications, et l'intrication une forme d'information, alors qu'y a-t-il tout au fond? Il y a eu un physicien, l'un des plus grands du siècle dernier, qui a passé la fin de sa longue vie à parier sur une réponse, que sous l'espace, sous la matière, sous tout, il n'y a rien du tout d'autre que de l'information. John Archibald Wheeler était l'une des figures imposantes de la physique du XXe siècle. Il a étudié sous Niels Bohr, il a donné son nom au trou noir, et il a formé une génération des esprits les plus fins du champ, y compris Hugh Everett que nous avons rencontré plus tôt, et un jeune Richard Feynman. Wheeler a passé sa carrière au bord profond de la physique. Près de la fin de sa vie, il s'est préoccupé d'une question plus étrange que toutes celles qu'il avait posées avant. Pas de quoi le monde est fait au sens habituel, mais de ce qu'il y a sous tout cela. Il a compressé sa réponse en 3 mots qui sonnent presque comme une énigme. L'être à partir du bit. Chaque particule, chaque force, chaque champ, même l'espace et le temps eux-mêmes, tout dans le monde physique, dérive son existence même de l'information. De réponse par oui ou par non. De bits. L'univers n'est pas fait de matière qui se trouve portée de l'information. Il est fait d'information, et la matière est ce à quoi cette information ressemble depuis l'intérieur. Le bit n'est pas une description du monde. Le bit est le monde. Quand Wheeler a dit cela à la fin des années 1980, cela sonnait, pour beaucoup, comme la poésie d'un grand homme dans son crépuscule. Beau et vague, et pas tout à fait de la physique. Mais voici ce qui a eu lieu depuis. L'idée que l'information n'est pas seulement une description du monde, mais une chose physique avec un poids réel, s'est révélée démontrable, et elle s'impose depuis plusieurs directions. En 1961, un physicien d'IBM du nom de Rolf Landauer a démontré que l'information est physique. Précisément, effacer un seul bit d'information doit relâcher une petite quantité précise de chaleur dans le monde qui entoure. Pas peut-être, doit. C'est une loi aussi ferme que n'importe quelle en physique, confirmée depuis, dans de vraies expériences, avec de vrais bits uniques. L'information n'est pas une abstraction qui flotte librement au-dessus du monde physique. En effacer un bit vous coûte quelque chose de réel, de tiède et de mesurable. Un bit est aussi physique qu'une pierre. Poussez maintenant vers les objets les plus extrêmes de l'univers, les trous noirs. Dans les années 1970, un jeune physicien du nom de Jacob Bekenstein, travaillant sous Wheeler, a demandé combien d'informations peut-on faire tenir à l'intérieur d'un trou noir. La réponse, travaillée par Bekenstein puis par Stephen Hawking, était stupéfiante. La quantité d'informations qu'un trou noir peut tenir n'est pas fixée par son volume, par la place qu'il y a à l'intérieur. Elle est fixée par sa surface. La capacité d'information de l'objet le plus extrême de l'univers est écrite sur son bord, pas fourrée à travers son milieu. C'est le principe holographique du dernier chapitre, né ici même, en se demandant combien de bits tiennent dans un trou noir. Mettez les morceaux ensemble. L'information a un poids. Vous ne pouvez pas l'effacer sans payer en chaleur. La capacité des objets les plus extrêmes de l'univers se mesure en bits, écrits sur leurs frontières. L'espace est peut-être cousu à partir d'intrication, qui est une forme d'information. Et un ordinateur quantique manipule l'information d'une manière qui tend la main sous l'espace ordinaire. Alignez tout cela, et les 3 mots étranges de Wheeler cessent de sonner comme la poésie d'un vieil homme. Ils sonnent comme une description sobre, l'être à partir du bit. La matière vient de l'information, pas l'inverse. Si c'est juste, et je vais dire à nouveau clairement que ce n'est pas prouvé, que c'est une frontière, et pas un fait réglé, alors l'image du monde que vos yeux vous tendent est retournée entièrement à l'envers. Vous vous sentez comme un objet solide fait de matière se déplaçant à travers de l'espace vide, et vous prenez la matière et l'espace pour les vraies choses, et l'information pour une couche mince, abstraite, que nous posons par-dessus
pour notre propre commodité. Le soupçon de Wheeler, c'est que c'est exactement à l'envers. Que l'information est le socle, que la matière est un motif en elle, que l'espace est un tissage d'elle, et qu'un qubit, ce mélange fragile de possibilités que nous avons passé toute la soirée à protéger de la tiédeur du monde, est peut-être plus proche de la vraie couche du fond de la réalité que ne l'est l'atome, plus proche que la particule, plus proche que la pierre dans votre main. Et c'est le tournant le plus obsédant de tous, celui que je veux vous laisser avant que nous ne rentrions à la maison. Si le monde est fait d'informations au fond, alors un ordinateur quantique n'est pas une machine exotique bizarre qui exploite un vide juridique en physique. C'est la première machine que nous ayons jamais bâtie qui parle la langue native de la réalité directement. Chaque autre outil que nous ayons jamais fait, chaque moteur, chaque levier, chaque ordinateur ordinaire, fonctionne à la surface, dans le monde des choses séparées et solides. Un ordinateur quantique fonctionne en dessous, dans le grand livre, dans l'information elle-même, dans la couche où les bits vivent avant de devenir matière. C'est pour cela qu'il n'a aucune adresse pour son travail. C'est pour cela qu'il devient plus solide en devenant plus grand. C'est pour cela que nous ne pouvons pas le vérifier depuis ici, à la surface. Il ne fait pas notre genre de pensée plus vite. Il fait le genre de pensée de l'univers, dans la monnaie propre de l'univers, à l'endroit où le monde est écrit, avant d'être lu. Nous avons grimpé loin sur les branches fines de ce qui pourrait être vrai. L'espace tissé d'intrications, l'information au fond du monde. Ce sont de vraies idées, tenues par de vrais physiciens, mais ce sont des frontières, non prouvées, encore disputées. Alors, avant de nous retourner vers la maison, je veux nous poser les pieds sur du sol solide pour un chapitre et vous montrer que la reliance étrange au cœur de toute cette histoire n'est pas seulement le rêve d'un théoricien. Elle est déjà dans le monde, bâtie dans des instruments qui tournent, faisant discrètement des travaux utiles en ce moment même, ce soir, pendant que vous vous reposez. La non-localité que nous poursuivons n'attend pas l'avenir. Elle a un emploi. Remontons un instant à 1915, quand Albert Einstein a prédit que des événements violents, loin dans le cosmos, devaient envoyer des ondulations à travers le tissu de l'espace lui-même. Des ondes gravitationnelles, les a-t-il appelées, et il pensait qu'elles seraient à jamais trop faibles pour être détectées. Un siècle plus tard, en 2015, nous les avons détectées. L'instrument qu'il a fait s'appelle LIGO, une paire d'énormes détecteurs en forme de L, un en Louisiane et un dans l'État de Washington. Chaque bras s'étire sur 4 kilomètres. Quand deux trous noirs sont entrés en collision, à plus d'1 milliard d'années-lumière, l'ondulation qui a atteint la Terre a étiré ses bras de moins d'un 10 millième de la largeur d'un seul proton. C'est comme mesurer la distance jusqu'à l'étoile la plus proche et attraper un changement de la largeur d'un cheveu humain. Voici la partie qui appartient à notre histoire. Pour faire cette mesure, LIGO devait battre le flou quantique de la lumière elle-même. Les physiciens ont nourri le détecteur avec de la lumière comprimée, faite de photons intriqués les uns avec les autres, liés dans cette même manière non locale que nous avons observée toute la soirée. En intriquant les photons, ils ont pu pousser le flou quantique hors de la mesure exacte qui leur importait. LIGO détecte maintenant des trous noirs et des étoiles à neutrons bien plus souvent qu'avant. La même intrication qui laisse un ordinateur quantique tendre la main sous la surface de l'espace, c'est ce qui nous laisse entendre des trous noirs entrer en collision à 1 milliard d'années-lumière. L'histoire se répète dans les horloges les plus précises jamais bâties. Une équipe travaillant avec le physicien Jun Ye, dans le Colorado, a bâti une horloge si régulière qu'elle perdrait au plus une seule seconde sur 14 milliards d'années, à peu près l'âge entier de l'univers. Une horloge que vous auriez pu démarrer au Big Bang, et elle serait décalée de moins d'1 seconde aujourd'hui. Et encore une fois, la manière de pousser ces horloges encore plus loin, au-delà d'un plancher fondamental de bruit quantique, c'est d'intriquer les atomes les uns avec les autres, de sorte qu'ils partagent leur tenue du temps dans cette manière connectée non locale, et battent la limite que des atomes séparés non intriqués ne pourraient jamais franchir. Remarquez ce qui a eu lieu ici. Dans la première moitié de la soirée, l'intrication était un mystère fantomatique. Maintenant, dans ces instruments, elle est devenue un outil, une ressource que l'on déploie de la manière dont un âge plus ancien a appris à déployer la vapeur ou l'électricité. Les horloges distribuées maintenant en cours de construction, intriquées à travers des emplacements séparés, sont les premières esquisses de quelque chose de plus grand, un réseau quantique.
des machines liées non pas par des câbles portant des signaux à travers l'espace, mais par la reliance qui se tient sous l'espace. La plomberie fonctionne, ce qui veut dire que la question de savoir de quoi elle est faite n'est pas oisive. C'est la question la plus pratique qui soit. Voici donc où ce chapitre atterrit. Tout ce que nous avons suivi ce soir repose sur un fil calme. L'univers ne tient pas ces morceaux lointains vraiment séparés. Et ce fil n'est pas une philosophie fragile. Il est assez fort pour y suspendre les instruments les plus sensibles de l'histoire humaine. Il est assez fort pour y bâtir des machines. Rentrons donc. Il y a des heures, nous avons commencé avec quelque chose de petit. Une puce, de la taille d'une pièce, dans un laboratoire tranquille de Californie, en train de finir un calcul en 200 secondes que tous les ordinateurs ordinaires de la Terre ne pouvaient pas suivre. Et nous avons posé une question simple, du genre qui sonne presque trop simple pour être prise au sérieux, jusqu'à ce que vous essayiez d'y répondre. Quand cette machine fonctionne, où la pensée a-t-elle vraiment lieu? Rassemblons tout ce que nous avons trouvé sur le long chemin de la descente, et voyons combien de cela nous pouvons honnêtement répondre maintenant. Nous avons commencé à côté de la machine, dans la pièce la plus froide que les êtres humains aient jamais bâtie. Une cathédrale dorée de froid pendue dans une chambre scellée. Et nous avons appris la première chose étrange. La machine doit être cachée du monde pour fonctionner. Puis nous avons compté, et le compte a manqué d'univers avant de manquer d'état. 300 qubits, une puce que vous pouvez tenir sur le bout du doigt, emmêlée avec plus de possibilités qu'il n'y a d'atomes dans tout ce que nous puissions voir. L'information n'avait, littéralement, aucune adresse. Nous avons rencontré David Deutsch, qui, il y a 40 ans, a dit à voix haute que l'espace était le mauvais endroit où regarder, et derrière lui Hugh Everett, effacé de la physique pour avoir pris sa propre équation au mot, est mort avant que le monde ne se retourne vers lui. Nous sommes entrés dans un couloir froid à Delft et avons regardé 2 électrons se mettre d'accord à travers plus d'1 kilomètre, sans que rien ne passe entre eux, et nous avons appris la phrase au centre de la soirée. L'univers ne calcule pas localement. Un satellite portant le nom d'un philosophe ancien a lancé 2 grains de lumière à travers un continent et les a tenus une seule chose connectée. La séparation est une surface, pas le socle du monde. Puis, nous sommes descendus plus profond. Willow, la machine qui devient plus solide en devenant plus grande, brisant la règle la plus ancienne de l'ingénierie. La vérité que ces réponses passeront bientôt au-delà de tout ce que nous pouvons vérifier, que nous bâtissons des oracles auxquels il nous faudra faire confiance depuis la surface. L'idée que l'espace lui-même est cousu à partir d'intrications, que l'on déchire un trou dans le monde en coupant un seul brin. John Wheeler tout au fond, pariant que sous la matière et sous l'espace, il n'y a rien d'autre que de l'information, et les instruments qui appuient déjà tout leur poids sur cette reliance. Alors, où la pensée a-t-elle lieu? Voici la réponse la plus honnête que je puisse vous donner. Et je vais vous donner à la fois la partie solide et la partie ouverte, parce que vous avez gagné le droit de les tenir séparément et de décider vous-même. La partie solide, celle qui n'est pas sérieusement mise en doute parmi les gens qui la connaissent le mieux, est celle-ci. Elle n'a pas lieu là où vos instincts insistent pour qu'elle ait lieu. Elle n'a pas lieu dans une petite poche à l'intérieur du métal froid, à un endroit que vous pourriez montrer du doigt avec un doigt assez petit. Le calcul n'est pas une chose locale, assise à une adresse locale. Ceci est réglé. L'arithmétique interdit l'adresse. Et 5 décennies parmi les expériences les plus soigneuses jamais réalisées interdisent la localité. Et les machines elles-mêmes, en devenant plus solides à mesure qu'elles grandissent, le confirment chaque jour. Et puis il y a la partie ouverte, celle où d'honnêtes physiciens sont encore en désaccord, et où je vais vous remettre le verdict, plutôt que de faire semblant de le posséder. Certains vous diront que le travail est étalé à travers d'innombrables mondes parallèles, et que la pièce où vous stockez toutes ces possibilités est le multivers lui-même. D'autres vous diront que l'espace est tissé d'intrications, et que la machine tend la main sous elle et travaille le métier sur lequel le monde est fait. D'autres diront que la couche du fond est de l'information pure, et qu'un qubit est plus proche du vrai plancher de la réalité qu'aucun atome. Et d'autres encore, avec un vrai courage intellectuel, diront que nous ne savons pas encore, que le mot « honnête » est un haussement d'épaule, et que la prochaine idée, celle qui expliquera finalement, n'a pas encore été pensée par quiconque en vie. Toutes ces réponses sont tenues, en ce moment, par des gens sérieux. Aucune d'entre elles ne peut montrer du doigt l'expérience qui trancherait.
Vous avez entendu les mêmes preuves qu'ils ont entendues ce soir. Là où vous atterrissez, est à vous de décider, et c'est une question juste et ouverte. Et il y a une dignité calme à s'asseoir avec elle, non résolue. Peu de générations avant nous ont eu à faire ça, à tenir en même temps dans un seul esprit la certitude qu'une chose s'est produite, et l'absence de mots ordinaires pour dire où. C'est une manière neuve de savoir. Elle demande une patience neuve, une humilité qu'aucune science antérieure n'a exigée si nettement, et une confiance calme dans les instruments qui atteignent plus loin que nos intuitions ne les suivent. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas non plus effrayant. C'est simplement l'endroit où la longue conversation humaine, avec la réalité, s'est retrouvée ce soir, à la fin d'un chemin qui a commencé il y a des heures avec 200 secondes dans une pièce froide, et qui débouche ici, devant vous, sur une question ouverte, tenue avec tendresse. Mais sous chacune de ces réponses, celle qui se dispute et le haussement d'épaules honnête, il y a une chose qu'elles partagent toutes, et c'est la chose que je veux que vous emportiez de ce soir et que vous emmeniez dans le sommeil. Chacune d'entre elles est d'accord que le monde que vos yeux vous tendent, le monde solide des choses séparées, assises à des endroits séparés, avec une distance vide et réelle entre elles, n'est pas le tout. C'est une surface, une peau lisse et magnifique, et digne de confiance, tendue par-dessus quelque chose de plus profond, quelque chose de connecté, quelque chose qui ne tient pas ces morceaux lointains, à part de la manière dont vos mains et vos instincts insistent. Cette peau n'est pas un mensonge. Vous pouvez vivre votre vie entière dessus, et aimer dessus, et bâtir dessus, et elle tiendra. Mais ce n'est pas le fond. Et une fois de temps en temps, dans une pièce froide en Californie, une petite machine tend la main un peu en dessous, et fait une chose que la surface dit impossible, et renvoie un rapport depuis l'endroit plus profond. Au tout début de la soirée, je vous ai donné une phrase et vous ai demandé de la garder. Le monde n'est pas où vous croyez qu'il est. Elle sonnait alors comme une petite énigme dérangeante à propos d'un calcul manquant. J'espère que, maintenant, quelques heures plus tard, elle a grandi en quelque chose de plus grand et de plus doux que ça. Pas une menace, pas un tour, juste un fait vrai et calme sur l'endroit stupéfiant où vous vivez. Le monde n'est pas seulement où vous croyez qu'il est. Il est aussi, toujours, quelque part en dessous, dans une couche sans distance et sans adresse, où tout ce qui semble à part est calmement, définitivement, joint. Vous êtes assis quelque part en ce moment, vous sentant séparé et solide et singulier, un corps dans une pièce, un point dans l'espace. Et dans le sens le plus profond que la plus fine physique puisse atteindre, vous êtes tissé dans tout, le long de brins qui ne se soucie pas de la distance qui a l'air de séparer les choses. Ce n'est pas de la poésie étirée par-dessus la science. Autant que nous puissions le dire ce soir, c'est la science. Il n'y a rien que vous ayez besoin de faire avec tout cela. Aucune question laissée ouverte ce soir n'est à vous de la clore. Tout sera encore là au matin. Le mystère, les machines, l'argument inachevé et magnifique, attendant patiemment des esprits plus lumineux et des jours plus longs. Pour l'instant, la seule chose qui reste est de laisser la pièce froide et les étoiles compter et les 2 grains de lumière joints s'installer quelque part de tranquille en vous et de vous reposer. Vous êtes une petite créature tiède à la surface d'un monde très profond, et la profondeur n'est pas effrayante. C'est chez vous, autant que la surface est chez vous. Laissez la stupéfaction entière, étrange, connectée, non résolue de la chose, vous tenir de la manière dont elle a tenu tout, calmement, tout ce temps. 200 secondes ont fait entrer un petit monde froid dans le nôtre. Et le monde qu'il nous a laissé, c'est celui-ci. Plus profond, plus doux, moins seul.